Donc moi, ce que je voudrais faire en fait, c'est aborder la réglementation sur les données à caractère personnel en sciences sociales, mais plutôt d'un point de vue de non spécialiste, c'est-à-dire que je suis ingénieur d'études analyse et production de données au CERAPS, qui est une UMR de sciences politiques qui se situe à Lille. Et bon, je peux témoigner comme d'autres que ce sujet est difficile à appréhender pour le non spécialiste. Alors si ça peut vous rassurer, il est aussi parfois difficile à appréhender pour le spécialiste le plus aguerri. Un des problèmes notamment, j'y reviendrai à plusieurs reprises, c'est que la réglementation propose un cadre général, c'est-à-dire que la conformité du traitement doit être établie au regard de principes généraux. Donc dans ma présentation, je vais essayer de vous présenter un certain nombre d'éléments pour, j'espère, vous aider à appréhender la réglementation, et ça à la fois d'un point de vue global, c'est-à-dire comment aborder globalement la réglementation, et après sur certains éléments d'application en particulier comme la finalité, le traitement ou la minimisation des données. Donc, on en a parlé ce matin, je vais juste faire un petit point de contexte. Donc, ça a été évoqué sur l'apparition de ces réglementations en Europe. Donc, les réflexions au départ sont venues du développement en informatique dans l'après-guerre. Les premières réglementations, que ce soit en Allemagne ou en France, en fait, visaient explicitement à encadrer le traitement de données à caractère personnel par les États. Depuis, il y a d'autres thématiques qui sont ajoutées, comme la question de la valorisation de données à caractère personnel par les entreprises. Donc, ça a été évoqué, c'est-à-dire que très concrètement aujourd'hui, des entreprises ont un business model qui est fondé sur la marchandisation des données à caractère personnel et avec des sommes en jeu qui sont considérables. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, lors des négociations sur le règlement européen qui ont duré 4 ans, une intense activité de lobbying de la part des GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Et pour vous donner un ordre d'idée, il y a eu plus de propositions d'amendements pour le RGPD que pour la dernière révision de la PAC. Alors évidemment, la réglementation est donc le produit sur lequel je n'étendrai pas de rapports de force politiques et économiques, donc ils sont variables dans le temps. Et évidemment, dans ces rapports de force, les sciences sociales pèsent peu et peuvent paraître parfois comme une espèce de dommage collatéral, mais on verra aussi que les sciences sociales pèsent d'autant moins qu'elles se mobilisent globalement peu sur ces questions. De plus, même si la réglementation est historicisable, elle n'est pas tant contingentée à un contexte précis, du moins dans ses principes. C'est-à-dire que dès le départ, les réflexions ont visé à donner un cadre plus général que les cas concrets qui les ont initiés, comme par exemple l'affaire Safari en France. Sachant qu'en pratique, il y a quand même certaines dispositions qui visent explicitement certains acteurs ou certains agents économiques. Explicitement, par exemple, c'est la recherche médicale, et implicitement, en fait, ce sont les GAFAM, par exemple. Et on pourrait dire qu'en fait, en pratique, on a plutôt le problème inverse. C'est-à-dire qu'on a un cadre qui est tellement général, qui en devient extrêmement abstrait, qui confère même au flou. Et c'est notamment en fait ça qui pose des problèmes au niveau de l'analyse juridique, notamment dans le cadre de traitement en sciences sociales, mais une fois de plus, c'est d'autant moins clair que les demandes de clarification n'ont pas été faites. Donc je vais commencer à passer en revue un certain nombre d'écueils qu'on peut rencontrer dans l'appréciation de la loi. Alors, je vais commencer par quelque chose de très trivial, et ça a été dit plusieurs fois ce matin, c'est que se conformer à la réglementation, c'est une obligation. C'est une obligation légale. C'est-à-dire que concrètement, le règlement européen s'applique à tout traitement de DCP sur les personnes résidant sur le territoire de l'Union européenne ou si le responsable de traitement y est établi. Et ça, que les traitements soient informatisés, automatisés ou non, y compris pour des fins de recherche ou d'enseignement, ne pas s'y conformer est une infraction pénale. Alors dit comme ça peut paraître totalement évident, seulement quand on regarde les sciences sociales, en fait, on se rend compte que globalement, la question des données à caractère personnel est souvent négligée, voire sciemment ignorée, sachant qu'évidemment, cette proposition varie fortement en fonction des disciplines. Souvent, elle est plutôt abordée du point de vue de la question de l'éthique, c'est-à-dire que ça en fait plutôt une question d'éthique, personnelle ou professionnelle, voire de déontologie. Et elle est très rarement abordée et surtout enseignée du point de vue de la réglementation. Et il y a un exemple qui est très intéressant pour ça, ce sont les manuels d'enquête. Globalement, en tout cas dans les manuels francophones, les données à caractère personnel sont très peu, en tout cas directement abordées. Alors la question peut éventuellement transparaître sur les questions de confidentialité ou d'anonymisation, ou l'utilisation de pseudonymes. Alors sachant que, remarque, on pratique que soit dans les manuels ou en général, certaines personnes peuvent avoir tendance à confondre en fait anonymisation et pseudonymisation. C'est-à-dire que j'ai dû entendre des personnes qui expliquaient que leurs données étaient anonymes parce qu'ils les avaient pseudonymisées. Donc ce sont deux choses différentes. Et il faut aussi bien prendre en compte que la pseudonymisation, particulièrement dans le règlement européen, en fait, est définie de façon très précise et ne correspond pas forcément aux pratiques de pseudonymisation telles qu'elles sont préconisées par exemple dans les manuels.
Là encore, en fait, souvent, la question des données à caractère personnel, de la protection des enquêtés, en fait, relève plutôt d'une question interpersonnelle, c'est-à-dire de la relation à l'individu, à l'enquêté. C'est-à-dire que la confidentialité présumée des informations procède de la confidentialité d'une relation privilégiée. C'est une espèce de secret d'alcôve. Enfin, on trouve quelques préconisations, voire des prescriptions, mais qui généralement sont faites sans référence ni à la réglementation ou à une quelconque validation empirique. Alors, il y a quand même une exception à ça. Il y a quelques manuels qui font explicitement référence à la loi informatique et liberté, par exemple, et ce sont les manuels d'analyse de données. En gros, c'est les manuels d'enquête par questionnaire, par exemple. Ce qui fait qu'en fait, la littérature, concrètement, reflète et perpétue la prénotion qui veut que la réglementation ne concerne que les traitements informatisés, ce qui n'est pas le cas. Et globalement, ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'il y a très peu de développement sur le sujet, c'est-à-dire que c'est plutôt le fait de notes de bas de page avec des ellipses entre parenthèses, comme si tout ça était évident. Alors, un autre écueil, c'est de considérer en fait le cadre juridique comme un cadre juridique inapplicable. C'est-à-dire que la réglementation, particulièrement en sciences sociales, est prévue souvent perçue soit comme une construction arbitraire, soit en tout cas comme étant conçue à partir de situations qui n'ont rien à voir avec les sciences sociales, ou pour le moins, qui n'est pas adaptée aux sciences sociales, voire comme une menace pour les sciences sociales. Alors, par rapport à ça, il y a une chose, on en a un peu parlé ce matin, mais le règlement européen et la protection des données, c'est pas une lubie qui est sortie de la tête un jour comme ça de technocrates européens. Ça correspond à des dangers réels. Par exemple, dans le contexte du travail, je ne pense pas que j'aurais besoin de développer sur les risques qui découlent pour un employeur à disposer d'informations sur les opinions syndicales, politiques ou l'orientation sexuelle de leurs salariés. De plus, ces risques ont aussi leur pendant dans les enquêtes en sciences sociales. Alors c'est vrai que, et je suis bien placé parce que c'est moi qui m'occupe de ces choses-là dans mon labo, l'application n'est pas toujours facile, sachant que en fait, les difficultés d'application varient grandement selon les traitements. Généralement, elles sont souvent liées au traitement de données sensibles, et ça j'y reviendrai un petit peu après, mais on peut aussi considérer qu'elles sont pour partie une prophétie autorisatrice, c'est-à-dire que concrètement on considère que les choses sont inapplicables, donc on ne fait rien pour qu'elles le soient. De plus, ça c'est plus du point de vue de la question de la menace, la réglementation crée certes un risque juridique, alors d'abord il ne faut pas exagérer cet aléa. De plus, il faut rappeler que la conformité est une protection, et surtout, si on perçoit les choses seulement en termes de menaces pour les sciences sociales, d'abord c'est un peu inverser cause et conséquence, c'est-à-dire qu'oublier que cette menace en fait procède de l'éventuelle menace que le traitement de données personnelles et la collecte de données personnelles sur les enquêtés fait courir aux enquêtés. Et surtout, quand on parle de menaces, en fait, on ne se limite qu'au cas en fait, où il y a eu des incidents, c'est-à-dire où les enquêtés se sont retournés contre les chercheurs. Alors, ce qu'il y a derrière ça, en tout cas de mon point de vue, c'est un postulat d'innocuité des enquêtes pour les enquêtés, c'est-à-dire avec un corollaire qui est l'occultation des menaces que les traitements font courir aux enquêtés. Alors, j'ai pas énormément d'exemples, mais j'ai un certain nombre d'exemples où, clairement, l'enquête a eu des effets sur les individus et parfois des conséquences graves. Et sachant que dans ces cas-là, en plus, il n'y a jamais eu de retour, de retour de flamme vers le responsable de traitement. En plus de ça, en fait, on trouve peu d'enquêtes qui portent sur ce que fait l'enquête aux enquêtés. Alors évidemment, il y a des éléments, par exemple des chercheurs qui ont pu revenir sur leur terrain quelques années, etc. après, mais en tout cas, il n'y a pas de réflexion systématique sur ce point, et c'est d'autant plus problématique que, comme Émilie l'a indiqué avant, le règlement européen prévoit la réalisation d'études d'impact dans un certain nombre de cas, et là encore la définition est très très large, on peut se dire qu'elles vont concerner un certain nombre d'enquêtes en sciences sociales. Enfin, donc ça c'est la grande question, la grande difficulté dans l'appréhension de la législation, à la fois dans la législation informatique et liberté et dans la réglementation en général, c'est que ces textes ne fournissent qu'un cadre général, c'est-à-dire que la conformité du traitement doit être établie au regard de principes généraux. Donc, en pratique, l'analyse juridique du traitement doit se faire au cas par cas, particulièrement dans les traitements en sciences sociales. C'est-à-dire que la difficulté qu'on a dans ce cas, notamment en sciences sociales, mais pas que, c'est que les traitements peuvent être extrêmement diversifiés, que ce soit à la fois dans le mode de collecte et dans les finalités, mais aussi diversifiés en fonction des risques qui vont courir aux personnes concernées. Donc, ce caractère général donc, fait que la législation ne se laisse pas facilement appréhender. Alors dans ce cas-là, pour être tenté d'adopter une position un peu synoptique sur le sujet, c'est par exemple essayer de faire une grille qui ferait une map entre des situations et une sorte de statut juridique ou utiliser une arborescence binaire ou autre qui permettrait d'épuiser les combinaisons
qui permettrait d'automatiser l'analyse juridique. Malheureusement, la diversité des situations fait que c'est une approche qui est difficilement praticable. C'est-à-dire que très concrètement, je ne vois pas très bien comment on peut automatiser l'appréciation de la proportionnalité de la pertinence au regard de la finalité ou encore l'évaluation des risques. En plus de ça, alors ce que je veux dire, c'est pas très rigolo, mais concrètement, en fait, la législation la loi informatique et liberté, la réglementation, en fait, c'est pas du droit pénal. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une liste d'infractions auxquelles va correspondre des sanctions. Concrètement, il y a très peu de choses qui sont interdites dans la réglementation, et tout ce qui est interdit peut faire l'objet d'exceptions. Donc c'est pour ça que, en fait, chaque traitement doit être évalué au regard des finalités et des risques qui font courir aux individus. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réduire l'application, la réglementation des situations typiques. C'est que par exemple, des choses qui s'appellent des normes simplifiées qui existent. Par exemple, si dans le cadre du fonctionnement de votre laboratoire, régulièrement vous organisez des événements scientifiques dans lesquels vous avez collecté des informations personnelles, ne serait-ce que des mails par exemple, en fait, ça, vous n'avez pas besoin, alors actuellement, de faire une déclaration à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez faire une norme simplifiée qui fait qu'à partir du moment où vous vous engagez à vous conformer à un certain nombre de normes, qui fait que vous faites une formalité une fois et après c'est bon. Après, il y a d'autres choses comme les autorisations uniques ou les méthodologies de référence. Il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est le guide Informatique et Liberté pour l'enseignement supérieur de la recherche de l'AME, de la CPE et de la CNIL, donc qui porte plutôt sur la ligne, donc j'imagine qu'il faudra le mettre à jour pour le règlement européen. Et ce guide donc couvre un certain nombre de situations, alors par exemple le traitement de DCP pour les questions pédagogiques, le système d'information de l'université. Il y a aussi un exemple qui est intéressant sur les enquêtes d'insertion professionnelle des étudiants, puisque c'est une obligation légale des établissements. Il y a aussi sur les études de la diversité des origines des étudiants, des pratiques discriminatoires. Donc on voit bien, c'est possible de trouver en gros des cas typiques, mais le problème c'est que c'est très difficile de systématiser ce type d'approche. Alors, il y a une alternative pour illustrer la mise en œuvre, en tout cas du règlement, ce sont les cas pratiques. Alors là, c'est le moment un peu pyrrhondélien de la présentation, c'est-à-dire que concrètement, la publication de cas pratiques d'application de la réglementation en sciences sociales, en fait, est un cas concret d'application de la réglementation en sciences sociales. Je m'explique, c'est-à-dire que concrètement, si vous voulez publier des cas pratiques, en fait, c'est un exemple de traitement de données à caractère personnel. Avec le problème, c'est que ces traitements peuvent comporter des infractions et des sanctions, c'est-à-dire que c'est un traitement de données sensibles. En plus de ça, il y a une grosse thématique de réidentification. C'est-à-dire que par exemple, la science politique, en France, c'est une discipline qui est particulièrement exposée, mais qui compte un nombre relativement faible de membres avec une forte interconnaissance. C'est-à-dire que concrètement, si vous voulez publier ces cas, il va falloir les désidentifier. Et là, supprimer les éléments directement identifiants ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de supprimer le nom, le prénom du chercheur, son laboratoire. C'est que concrètement, que ce soit ses thèmes de recherche, sa population, le contexte, y compris les hypothèses et l'idéologie sous-jacente, en fait, sont autant d'éléments qui vont permettre de réidentifier le chercheur. Ce qui fait que là, on se retrouve dans un dilemme. C'est-à-dire qu'on en a parlé, en fait, il y a eu un autre cas ce matin, c'est que plus on va supprimer l'information permettant la rectification, plus les détails intéressants on disparaît, ce qui fait qu'à la fin on risque de se retrouver avec des cas abstraits, trop abstraits pour être pratiques. Alors je vais terminer là-dessus sur la question du cadre général. Donc la conséquence de tout ça, c'est que pour pouvoir appréhender la réglementation sur les données à caractère personnel, c'est fondamental de se familiariser avec les notions de la réglementation, en gardant bien en tête que concrètement, les définitions comme données identifiantes, traitement, responsable de traitement, anonymisation ou pseudonymisation, en fait, ne correspondent pas forcément à l'idée que vous en faites, et ces différences peuvent avoir vraiment des implications très concrètes. En plus de ça, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir associer votre cible le plus rapidement possible dès la conception du projet et d'intégrer la protection des données dès la conception du traitement. À la fois d'un point de vue juridique et informatique, alors d'abord parce que ce sont des obligations réglementaires, mais aussi parce que c'est un impératif pratique. C'est-à-dire que concrètement, soit vous le faites au début, soit vous ne le faites pas. Parce que par exemple, si vous arrivez 6 mois après le début de la collecte, déjà auprès de votre cible, déjà vous allez même mettre votre cible dans une situation très embarrassante. Et en plus de ça, s'il ressort de l'analyse juridique que vous devez demander le consentement, si vous avez déjà commencé la collecte, bon c'est trop tard quoi. Et juste un dernier point là-dessus, j'y reviendrai après, c'est que quand on a un cadre général, en fait, c'est là aussi où la CNIL intervient, c'est-à-dire que la CNIL n'a pas seulement un rôle de contrôle et de sanction, mais elle a aussi un pouvoir réglementaire et un certain nombre de délibérations et de décisions en fait, qui permettent de spécifier l'application de la réglementation et de la loi dans des cas particuliers. Maintenant, rapidement, je vais passer un certain nombre d'exemples pratiques et de cas concrets. Alors,
Pour rebondir sur ce qu'a dit Émilie précédemment, en fait ça c'est une question qui revient souvent, en fait c'est la question d'utilisation des données à caractère personnel dans les enseignements de méthode. C'est-à-dire que concrètement vous faites un TD d'enquête, que ce soit par questionnaire ou autre, vous allez être amené, vos étudiants vont être amenés à traiter les données à caractère personnel. Alors l'enseignement est une mission de service public, donc la collecte de DCP dans le cadre de l'enseignement est licite. Ça, il n'y a pas de problème. Seulement, là où ça devient plus problématique, c'est que c'est une condition nécessaire mais non suffisante. Et en fait dans ce cas-là, on se rend compte que l'analyse est la même que pour la recherche, parce qu'en fait, concrètement, les TD d'enseignement des méthodes, en fait, c'est un apprentissage de la recherche. Et de même qu'une finalité recherche n'est pas assez précise, on ne peut pas être considéré comme suffisamment déterminée, explicite, pour être une finalité enseignement n'est pas assez précise. Parce que là encore, les TD peuvent déboucher sur des collectes et des analyses très très différentes. Donc on ne peut pas faire une seule déclaration, ou une seule formalité, ou un seul enregistrement pour ce type d'activité, c'est-à-dire que très concrètement, si jamais vous avez un TD d'enquête, que vous demandez à vos étudiants de se réunir en sous-groupe, que vous leur demandez à chacun de choisir un thème particulier, il faudra que vous fassiez des démarches pour chacun de ces sous-groupes. Alors sur la finalité, concrètement, là c'est assez simple. En fait, la finalité, ça correspond à la problématique de vos recherches. Alors j'insiste là-dessus, c'est la problématique, c'est-à-dire que ce n'est pas la thématique, ce n'est pas votre question de recherche. Et parce que la finalité du traitement, comme Émilie a dit, doit être déterminée, explicite et légitime. Que très concrètement, vous devez déterminer à l'avance ce que vous voulez démontrer, et c'est à partir de ça que vous pourrez démontrer que telle ou telle information est nécessaire à votre démonstration. C'est-à-dire que très concrètement, ça veut dire formuler des hypothèses a priori, et que donc, en conséquence de quoi, la prosographie c'est un oxymore, parce que c'est une collecte pour la collecte, et une fois de plus, ce n'est pas une finalité déterminée. En plus de ça, on ne peut avoir qu'une seule finalité par traitement, ça a été dit, on en a parlé ce matin, et l'utilisation des données à d'autres fins que celles prévues, en fait, c'est une infraction, c'est un détournement détournement de finalité, pardon. Sachant que, donc, on a vu aussi qu'il y avait des exceptions pour la recherche, puisque la réutilisation pour la recherche n'est pas réputée incompatible. Alors là, j'avais une petite partie justement sur la question, plus spécifiquement dans le règlement européen, en fait, des fins statistiques et de fins de recherche scientifique et historique, que je n'ai pas développé. Je pense que ça serait intéressant qu'on en parle, notamment de l'article 89. Enfin, je ne sais pas si vous avez des choses à dire à ce niveau-là. En tout cas, moi, ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus. Et aussi, je ne vais pas développer pour ne pas vous donner de faux espoirs, parce qu'en fait, même si éventuellement on peut envisager un certain lâchement vis-à-vis des contraintes, ce ne sont pas des blancs-seings, c'est-à-dire qu'à chaque fois être motivé, et en fait, dans le règlement européen, quasiment toutes ces dispositions font référence aux droits des États membres, c'est-à-dire que ce sont des prérogatives des États, donc c'est les législateurs des États qui doivent décider de ce qui va pouvoir se passer. Juste un dernier mot sur la finalité. La notion de finalité elle est vraiment la pierre angulaire du règlement européen. C'est-à-dire que la question, c'est pas seulement ce qui va être collecté, mais ce qui va en être fait. C'est-à-dire que l'important, c'est d'établir quelle utilisation des données sera faite au regard de la finalité. C'est-à-dire que la finalité peut complètement changer la vie juridique d'un domaine de données. Alors un exemple, c'est le profilage. C'est-à-dire que très concrètement, le profilage fait l'objet d'un encadrement juridique beaucoup plus strict, parce qu'on considère que ça peut conduire à une prise de décision automatique sur la personne concernée ou l'affecter de manière significative. C'est-à-dire que si on fait une expérience de pensée et qu'on prend les mêmes données, en fait, si vous utilisez pour faire du profilage, vous allez avoir un surcroît de contraintes. Alors sachant qu'il y a quand même une exception à ce principe-là, qui sont, Émilie en a parlé, les données sensibles qui constituent une catégorie spécifique, quelle que soit leur utilisation. Alors juste quelques mots sur le traitement lui-même. Alors par rapport aux catégories qu'on a l'habitude de manipuler, en fait, par exemple, des distinctions comme Kali ou Kanti, en fait, sont pas très structurantes ni très discriminantes. Alors, ça ne veut pas dire que le mode de collecte n'a pas un impact sur l'analyse juridique. En fait, la question, c'est ce qui va être collecté. Donc, dans les deux cas, il faudra passer au crible, que ce soit le questionnaire ou la grille d'entretien. De plus, et ça c'est très important, le traitement est un tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction entre collecte, stockage, analyse et aussi publication. Toutes ces opérations font partie du traitement. J'insiste là-dessus, une publication peut être considérée comme un traitement de données à caractère personnel. De plus, le fait, ça on en a parlé, le fait que les DCP collectés ne soient pas utilisés du tout, ou seulement dans une phase, comme ça peut être le cas dans le cadre de Big Data, ne change rien, parce que le stockage est un traitement. Pas plus que le nombre de personnes identifiables. Que j'en ai 1, 2 ou 3, ça ne change rien. Alors, petit exemple par rapport à ça, l'analyse de questionnaire. Quand vous réalisez une enquête par questionnaire, en fait, vous pouvez vous retrouver des situations, par exemple, vous avez une base de sondage, vous allez faire un tirage, vous avez un certain nombre d'informations sur les individus, comme des informations de contact,
Et ces informations ne vont être utilisées que pour la collecte des données. C'est-à-dire qu'à la fin, le produit fini, pas toujours, mais souvent, peut être considéré comme anonyme. Et cela, tant est même que les données qui ont été utilisées, personnelles qui ont été utilisées pour collecter les données, ne seront jamais croisées avec l'enquête. En fait, ça ne fait aucune différence. Comme on considère le traitement dans sa globalité, même si on peut considérer le questionnaire comme anonyme, le fait qu'on ait utilisé des données à caractère personnel pour la collecte fait que c'est un traitement de données à caractère personnel. Et juste, j'ai fait une présentation, on avait organisé à l'I2 en fait une journée sur le données à caractère personnel où j'avais fait une présentation plus spécifiquement sur ce point-là, en essayant de faire une ébauche de propositions de méthodologie, de référence, dans ce cas, pour ce cas précis. Bon, je vais terminer là-dessus, en fait, sur le principe de proportionnalité et de pertinence. Émilie en a parlé, c'est le principe de minimisation des données, et clairement, le but du jeu, c'est de vous faire collecter le moins de données possible. Voilà, admettez-le, vous vivrez mieux, c'est comme ça. En pratique, c'est un des aspects les plus délicats de l'application de la réglementation en sciences sociales. C'est-à-dire que là, souvent, en fait, l'application de la réglementation, c'est plus procédural, en fait, c'est plus de la bureaucratie qu'autre chose. Dans ce cas-là, très clairement, ça peut toucher au contenu des recherches, c'est-à-dire à la fois sur ce que vous pouvez collecter et sur les traitements que vous pouvez faire, particulièrement sur les collectes de données sensibles. Alors, par exemple, la minimisation des données peut se traduire par la limitation du croisement de données. Donc, un exemple, un cas pratique, c'est les enquêtes sur les modes de transport. Réaction, voilà, vous voulez faire une enquête sur un mode de transport, et là, réaction du site, oui, mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez demander autant de détails sur à la fois les personnes, sur leur ménage, sur la composition du ménage, voilà, sur le conjoint, sur les enfants, etc. Et donc là, ça illustre aussi la généralité du cadre, c'est qu'il y a quand même une marge de négociation. C'est-à-dire que là, vous pouvez lui dire, c'est que très concrètement, et vous pouvez facilement trouver des éléments empiriques pour étayer votre propos, que voilà, dans les centres urbains, vous allez plutôt avoir des personnes qui sont jeunes, célibataires ou en couple et sans enfants, qui vont donc avoir accès soit à des transports en commun ou plus facilement se déplacer à vélo. Et par contre, quand la famille s'agrandit, généralement on a plutôt tendance à migrer vers la couronne périurbaine, et là où il y a moins de transports en commun, et donc un cours plus grand à la voiture, etc. etc. Ça, c'est le cas favorable. Après, quand vous allez retrouver avec des cas, par exemple, qui sont assez courants en sciences politiques, comme vouloir croiser la religion et les comportements politiques ou la participation en général, vous avez beau sortir votre Michela et Simon, ça va quand même être beaucoup plus compliqué et il va vraiment falloir batailler. Ça, je vous préviens. Alors j'ai bientôt terminé, là c'est plus sur une partie, c'est à mon avis, là c'est plus mon opinion personnelle sur le sujet. C'est que les difficultés d'application, notamment pour ce qui est de l'appréciation de la proportionnalité et de la pertinence des traitements sensoriels, en fait, bien qu'il manque un étalonnage spécifique pour les sciences sociales, parce que très concrètement aujourd'hui, les termes de l'appréciation reposent sur des cas qui sont très éloignés des sciences sociales. C'est-à-dire que quand vous regardez les délibérations de la CNIL, en fait, vous avez des entreprises, enfin, vous avez privé, public, des entreprises, des collectivités locales, des gouvernements, mais quand vous vous intéressez aux questions de recherche, en fait, il y a quasi exclusivement la recherche médicale qui ressort. Très concrètement, pour l'instant, j'ai trouvé 4 délibérations qui concernent des UMR en sciences sociales. Et c'est là où on revient sur la question de la prophétie autoréalisatrice. C'est que très clairement, à force de considérer que la législation est inapplicable, que la CNIL est un problème, très concrètement, on n'a pas fait cet effort aussi d'aller vers la CNIL qui fait qu'aujourd'hui, quand vous vous retrouvez face à votre CIL, il est tenu d'appliquer à la fois la loi et en référence à la doctrine de la CNIL. Et là-dedans, il n'y a pas grand-chose qui lui permette en fait de faire comprendre les spécificités de votre traitement. Et j'en terminerai là-dessus. L'appréciation de la proportionnalité et de la pertinence des traitements pose plus généralement la question des finalités de la recherche en sciences sociales, c'est-à-dire que, enfin, à mon avis en tout cas, les finalités des sciences sociales diffèrent, on en a parlé un petit peu ce matin d'ailleurs, les finalités des sciences sociales diffèrent des finalités d'entités comme les entreprises, les administrations, des associations, qui constituent le gros des libérations de la CNIL. C'est-à-dire que, évidemment, on va avoir affaire à des administrés, des assurés sociaux, des usagers, des employés, des clients, mais on va avoir affaire à eux en tant qu'enquêtés. Et il me semble qu'il y a au moins un critère qui distingue beaucoup de traitements, qui est que la collecte de DCP ne cherche pas à déboucher sur une décision qui va concerner les personnes concernées ou les affecter de façon significative, en tout cas en tant que personne. C'est-à-dire que généralement, les traitements en sciences sociales ne visent les personnes physiques que pour mieux s'en abstraire et produire au final des discours qui sont de portée générale, qui ne sont pas contingentés à un échantillon ou à un autre. Et je vais conclure rapidement. Donc la réglementation en cas de la collecte de données à caractère personnel est parfois la limite. Alors l'application de la réglementation peut impacter ce que vous pouvez collecter et la façon dont vous pouvez le traiter.
C'est-à-dire qu'il y a des applications pratiques, on peut même voir ça d'un point de vue épistémologique, sur les questions de parcimonie, le rasoir d'Occam, etc. Mais l'impact varie considérablement en fonction du traitement. Comme je l'ai dit, généralement, elle va plutôt affecter les modalités de la collecte, c'est-à-dire c'est plutôt le côté bureaucratique, demander le consentement, etc. Et les difficultés, en fait, se concentrent sur certains cas, notamment le traitement de données à caractère personnel, mais une fois de plus, ces difficultés sont d'autant plus présentes qu'il n'y a pas eu un effort aussi qui a été fait pour essayer d'obtenir un certain nombre de clarifications là-dessus. Surtout, il ne faut jamais oublier que l'encadrement de la collecte et les éventuelles contraintes qui en découlent ont pour objet la protection des personnes concernées, et que en protégeant les personnes, en fait, vous vous protégez aussi de l'aléa juridique. Et n'oubliez pas surtout aussi que cet aléa juridique en fait procède du traitement. C'est parce que vous faites un traitement donné à caractère personnel que ce risque existe. Et c'est pas l'inverse. Et voilà, et puis j'ai déjà dit, la conformité est une protection contre cet aléa. Je vous remercie pour votre attention.